Face à l'actu ce soir reviendra, comme vous le savez, sur l'actualité telle que traitée par la rédaction de STV à l'aune du regard de l'invité. Ce soir, nous allons grandement parler des questions du numérique ou du moins de la structuration des entreprises autour de cette thématique-là. Le numérique au Cameroun, où en est-on? Peut-on en faire un état des lieux? Comment est-ce que c'est organisé? Y a-t-il des entreprises qui s'y intéressent? Si c'est le cas, comment évoluer? Y a-t-il moyen de regrouper toutes ces structures-là? Voilà un peu le canevas de l'émission de ce soir avec quelqu'un qui s'intéresse, j'ai failli dire un expert dans le domaine, tout au moins en matière d'implémentation des structures numériques. Vous le savez aujourd'hui, ou du moins dès aujourd'hui et pour l'avenir, tout est conditionné par ces questions du numérique. Jean Genesta Priso est le président du groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun, le GETCAM. Ce groupement a donc fait une conférence de presse à la fin du mois de janvier dernier ici à Douala dans le cadre du lancement de ses activités. Il a donc été question d'essayer de faire le point autour de cette thématique. Et c'est dans cette lancée, évidemment, que nous allons également déblayer ce sujet. Jean Genesta Priso, bonsoir. Bonsoir, monsieur le député. Merci infiniment de nous accorder cet échange qui va probablement permettre à nos téléspectateurs de mettre un doigt sur des questions du numérique. Merci. Encore une fois, c'est avec plaisir que je vais partager toute notre expérience et surtout notre organisation, le groupement des entreprises du digital pour le Cameroun. D'accord. D'emblée, je voudrais saluer vos multiples milliers de spectateurs, téléspectateurs à travers le monde pour ce qu'ils vont nous apporter comme soutien au cours de l'émission. D'accord. Voilà. Merci. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée. Bien évidemment, vous le savez certainement, la presse en ce moment est triste, la presse est émotive, mais également la presse demande que justice soit faite. À l'occasion évidemment de l'assassinat de Martinez Zogo, le directeur de la radio Amplitude FM. Vous avez une réaction qui c'est peut-être un commentaire par rapport à ce sujet? Ben oui, en fait, je ne peux avoir qu'un sentiment d'une personne très meurtrie par rapport à cette nouvelle qui, naturellement, comme beaucoup de personnes, beaucoup de concitoyens, beaucoup de Camerounais à travers le monde, ont manifesté leur désarroi, ont manifesté leur dégoût, surtout la manière dont tout cela s'est passé. On aimerait que de telles choses ne se répètent plus jamais et que ça soit réellement une fin pour des morts aussi tragiques. Donc je marque tout simplement mon soutien, mon adhésion par rapport à une justice équitable et une justice qui ferait en sorte que les coupables soient retrouvés et punis, comme cela se fait dans la législation de notre pays. D'accord. C'est pour cette même raison même que je suis en cravate noire. Okay. Ça, c'est une marque d'adhésion pour nous, le GETCAM, que je représente par voie officielle. Surtout que les journalistes nous ont beaucoup soutenus dernièrement pour le lancement de nos activités. Il est tout à fait naturel que nous adhérions vraiment à cette cause. Voilà. Alors, cela dit, peut-être avant de parler du groupement, de l'organisation, la première question qui me vient, c'est pourquoi vous vous intéressez à cette question du numérique? Ou autrement, comment vous vous y retrouvez? Bon, alors, comment je m'y retrouve, c'est une longue histoire. Ça, je dois avouer que c'est une longue histoire parce que je n'ai fait que ça toute ma vie. Je n'ai pas fait autre chose depuis 1995 que je me suis intéressé à ces questions. Jusqu'à ce jour, j'y suis. Je m'y plains et sincèrement, c'est un amour. D'accord. C'est réellement un amour. Bon, maintenant, c'est un métier pour moi, c'est une profession pour moi. Et je dois avouer également que j'ai contribué énormément à la mise en place d'une organisation similaire en Côte d'Ivoire.
Je ne veux pas tout simplement prononcer des noms ici, mais sinon, nous avons beaucoup contribué à la mise en place d'une telle organisation. Donc, voyant donc les valeurs ajoutées qu'a produit en fait cette organisation en Côte d'Ivoire, je me suis dit, en tant que Camerounais, qu'il était bon, effectivement, d'expérimenter cela dans mon propre pays. Et sachant très bien que nous sommes dans un monde aujourd'hui hautement digitalisé, rien ne peut se faire sans le digital, et voyant un peu que l'écosystème camerounais est pratiquement inexistant, sinon flou, aucune organisation ne sachant qui fait quoi, qui est qui. Alors je me suis dit que cette organisation pourrait donc aider dans ce sens. Donc c'est également un amour pour mon pays, parce que vous savez, à un certain âge, on commence à s'interroger qu'est-ce qu'on va laisser à la postérité, à nos jeunes frères surtout, qui s'intéressent à ces questions. Lors de mes nombreux voyages, il arrive souvent que je rencontre mes jeunes frères qui me disent « Mais Priso, monsieur Priso, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voulons bien rentrer aussi au Cameroun, faire comme vous, puisque bon, entre-temps, moi je suis installé au Cameroun aussi. » Alors j'ai dit, moi, les difficultés que j'ai rencontrées pour m'installer, comment est-ce que faire pour que ces difficultés-là ne soient pas répercutées sur ceux de nos frères qui voudraient bien, en fait, venir s'installer au Cameroun. Alors je me suis dit, un instrument de ce genre peut donc servir de tremplin aussi, pour répondre à ce besoin de nos jeunes frères qui voudraient donc revenir au Cameroun et également pleinement exercer en fait le métier voilà, de leur choix. Donc voilà un peu les motivations qui sont les miennes, qui sont d'abord d'ordre professionnel et qui sont donc l'amour pour ma patrie, pour mon pays. Je dis, voilà, c'est des choses aussi fortes qui nous engagent. Donc à maintenir donc cette pugnacité. Je sais que bientôt je n'aurai plus cette force, donc pourquoi ne pas le faire maintenant? Donc voilà un peu, si vous voulez, tout ce qui m'a motivé à venir. Alors vous y êtes depuis 1995, vous avez une formation dans le domaine, je veux dire, c'est quoi le circuit? Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, en fait, on peut dire que il est tout à fait indiqué d'essayer d'être pluridisciplinaire. Moi, je suis économiste d'entreprise à la base. Je suis économiste d'entreprise à la base. J'ai eu la chance tout simplement d'avoir été dans une promotion qui a reçu la toute première dotation d'ordinateurs dans notre faculté. Et lorsque nous avons reçu ces ordinateurs dans notre faculté, là c'était en 85-6 par là. Je souligne que vous êtes diplômé des universités de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, bien sûr, bien sûr. Donc c'était en 86 par là que nous avons reçu la première dotation des ordinateurs. À partir de là, l'amour pour les nouvelles technologies est donc parti. Je dormais pratiquement dans ces salles de machines. Donc tout le monde savait un peu comment est-ce que... Vous n'étiez pas dans une filière numérique, vous le dites. Vous étiez en économie. Non, j'étais en économie. D'accord. J'étais en économie et notre faculté avait donc reçu une dotation d'ordinateur. D'accord. Et pour que, bon, parce qu'il y a quand même des matières en économie qui sont beaucoup calcul, l'économétrie, donc autant de matières, même les statistiques, donc autant de matières qui nécessitaient donc l'utilisation de certains logiciels. Donc c'est parmi ces logiciels, donc dans ces logiciels que je me suis donc habitué à cet outil et sortir de l'université immédiatement. J'ai dit bon, attends, moi c'est la chose qui me plaît le plus. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire? À l'époque, il n'y avait pas d'école en tant que telle pour la formation, pour se spécialiser. Donc, je me suis lancé donc dans des affaires et ces affaires m'ont permis, là, c'était la clé, effectivement, du début de mes activités, les voyages. OK. Alors là, depuis, à partir donc de 95, avant, j'étais un peu dans ce qu'on peut dire dans l'informel. OK. J'étais dans l'informel, je prenais les boîtes de disquettes par-ci, par-là, que je revendais et tout ça, mais de manière professionnelle. C'est-à-dire la création d'une entreprise en tant que telle, individuelle. C'est en 1995 que j'ai créé donc la toute première entreprise. Donc qui était donc dans le service, c'est-à-dire acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. On achetait même du Nigeria, mais il m'est arrivé en 1995 d'aller au Nigeria acheter du matériel et venir vendre en Côte d'Ivoire. Parce que le Nigeria a toujours une longueur d'avance sur ces questions-là par rapport à nos pays francophones. Donc voilà un peu d'où est parti mon amour. Et chemin faisant,
Donc, c'est à partir de 99 par là que nous avons muté en SARL et nous avons donc commencé réellement à professionnaliser la chose, c'est-à-dire à rechercher les corps de métier innovants. Okay. Parce qu'on s'est dit on ne pouvait pas être des commerçants, acheter, vendre, acheter, vendre. Quelle valeur ajoutée nous pouvions donc apporter à cela? Et la question, donc, la réponse à ces questions va donc se trouver en fait dans les salons, les différents salons au monde que j'ai toujours pratiqué jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en ai un le mois passé, le mois prochain. Donc, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, voilà. Donc, ces salons-là m'ont permis donc d'être en contact avec les professionnels. Et ce sont ces professionnels-là qui m'ont fait également découvrir autant de corps de métier que nous pratiquons aujourd'hui. L'identification biométrique dont nous sommes acteurs aujourd'hui en Afrique, c'est dans les années 2000 que je vais découvrir ce corps de métier. Et il était inexistant, personne ne savait ce que c'est que la carte en 2000 dans nos pays africains. Personne ne savait ce que c'est. La carte numérique. La carte numérique. Nous avons, c'est pas par prétention, non, mais nous avons été les précurseurs de cette technologie en Côte d'Ivoire. Lorsque nous l'avons commencé, personne ne le faisait. Et d'ailleurs même, certains de mes camarades... C'est les cartes numériques, carte bancaire, c'était quoi comme carte numérique? C'était en fait, vous savez, les cartes de téléphone, il y avait les cartes de téléphone à l'époque, hein, voilà, parce que c'est par la téléphonie même que la carte est arrivée. Absolument. Hein. Voilà, c'est par la téléphonie que la carte est arrivée. Et ensuite, elle a donc été introduite au niveau du système de paiement bancaire et autres. Donc, cette technologie, qui était donc une technologie d'identification, voilà, donc c'est nous qui l'avons donc introduit avec cette représentation, la toute première officielle obtenue avec ce constructeur dont je ne veux pas citer le nom et qui nous a donc en fait accompagnés, que ce soit dans la formation, que ce soit dans la fourniture des équipements, que ce soit dans l'assistance. Donc on a magasiné aujourd'hui beaucoup d'expérience dans le domaine avec d'autres partenaires parce que c'est tout c'est assez vaste quand même comme corps de métier, hein, petit corps de métier qui interviennent dans l'identification parce que vous avez déjà les fournisseurs de cartes, il y a les fournisseurs des imprimantes, il y a les fournisseurs des encres, il y a les fournisseurs des logiciels. Donc vous voyez un peu les corps de métier déjà. On en parle tout à l'heure. Voilà, d'accord. Donc, et vous êtes donc trouvé sur ce chemin-là. Aujourd'hui, vous dites, au regard du vaste chantier, il faut structurer cet environnement. Oui, en fait, le chantier, surtout dans nos pays, il y a beaucoup à faire encore. Hein. Il y a énormément à faire. Nous sommes même dans un stade vraiment embryonnaire. On va faire un état des lieux, le temps peut-être pour nous de prendre le premier reportage de ce soir, et puis on revient derrière pour, évidemment, poursuivre cet échange. Reportage. Dressed in their well-ironed uniforms, students from various institutions in the Douala 4 municipality have honored the habitual Youth Day parade. From pupils to students and other youth groups, everyone is serenading these grounds in line with the 57th edition of the National Youth Day. We are happy considering the fact that our youth came out massively today. Then that's why I will seize this opportunity to really thank the mayor of Douala 4 municipality for what he has done for this celebration to be a success. I would also like to congratulate head of committees. I want to say the chairpersons of various committee for the job well done. As future leaders, youth are called upon to engage in profitable activities that will help in nation building. Those who have distinguished themselves walked away with different recognitions. The message, I want my youth to be vigilant. They should be vigilant, they should be responsible, and they should work hard because tomorrow they will be the one to replace us. In the Douala 1 municipality, same exercise has been carried out. The highway around Lycée Daido
has been fixed for the occasion. In a straight line, with a banner of the different institutions, students have marched down to the other end of the road in the presence of officials. Retour sur ce plateau où on parle grandement, je vous l'ai dit, des questions numériques, du digital, avec Jean Genesta Prézo, qui est un expert en cette matière. Vous l'avez suivi certainement avant ce reportage. Il abordait la question de son imprégnation, de son contact. Alors, Jean Genesta, peut-être pour parler du Cameroun, si on peut faire un état des lieux de notre environnement local ici, en termes de digital, de numérisation, vous qui approchez, regardez, observez cet environnement, qu'en diriez-vous? Alors, je dirais que déjà que nous sommes installés ici au Cameroun, ça fait environ 10 ans que nous sommes au Cameroun, en tant qu'acteurs sur les activités du digital. Et un inventaire, encore moins, un inventaire exhaustif, pour moi, il saurait se faire. Parce qu'un inventaire se fait en fait à la base d'un existant. C'est-à-dire des données qui existent ou encore des travaux qui ont été effectués ou des enquêtes qui ont été faites. Voilà. Autant de choses sur lesquelles on doit s'appuyer pour faire l'inventaire. Aujourd'hui, le Cameroun n'a rien. À ce point-là. Allez-y vous-même, puisque Google est là pour nous donner toutes les informations. Allez-y vous-même. Le Cameroun n'a rien comme information sur le digital. Que ce soit sur le plan politique, où il y a quand même un flou, parce qu'en fait, ailleurs, il existe un ministère des technologies, soit de l'information et de la communication, ou du digital, ou du numérique. Un ministère complet, qui structure et organise tout cela au sein de l'État. Ça, il y a un ministère clair qui permet de comprendre qu'un gouvernement, un État, affiche des ambitions claires dans tel domaine. Absolument. Comme c'est le cas pour les télécommunications, qui font partie, je dis bien, du digital, mais on affiche que les télécommunications sont donc un maillon important, essentiel pour la bonne marche du pays. Comme on a d'autres ministères que vous connaissez bien. Donc, alors, il y a un flou à ce niveau. Il y a un flou à ce niveau. D'accord. Donc, on serait sur le plan législatif. C'est pratiquement un vide également. Je ne suis pas juriste, mais je doute fort, et même pour certaines recherches que j'ai pu faire, on ne verra nulle part e-commerce, e-visa, e-santé, on verra ça nulle part. Alors que ce sont des secteurs qui demandent à être réglementés. On ne peut pas évoluer dans ces différents secteurs sans que... Mais pourtant, on a une loi sur la cybercriminalité, il y a des lois qui... Oui, bien entendu, mais c'est toujours insuffisant, même si vous allez sur la loi sur la cybercriminalité. C'est circonscrit. Et tient compte de quoi? C'est ça le problème. Il faut quand même, il y a tout un environnement, parce que lorsque je vous parle aujourd'hui, par exemple, de la Legal Tech qui est, par exemple, les technologies qui accompagnent tous les actes juridiques ou les procédures juridiques judiciaires, c'est ça, c'est la Legal Tech. La technologie avec tout ce qui est comme règlement juridique et loi, voilà. Legal Tech, dites-moi si vous connaissez. Non, je vous parlerai par exemple, de la FinTech, finance technologique, qu'il faut également réglementer, qui sont des niches de ressources à très grande valeur ajoutée. Je vous parlerai de la biotech, tout ça, c'est autant de domaines qu'il faut réglementer aujourd'hui. Même aujourd'hui, nous sommes même à la food tech. C'est-à-dire... Est-ce qu'il y a des pays en Afrique qui ont, par exemple, ces avancées-là? Est-ce que le problème est global? Est-ce que c'est un problème uniquement qu'on perçoit au Cameroun? Je veux dire, sur le plan sous-régional, africain, comment ça se passe? Non, sur le plan sous-régional, il n'y a rien. D'accord, sous-régional Afrique centrale. Sous-régional Afrique centrale, il n'y a rien. D'accord. Sous-régional Afrique de l'Ouest, si. On trouve quand même des débuts de solutions, sincèrement. Au Nigeria... Avec une législation, par exemple? Oui. D'accord. Là où on pourrait dire qu'il y a une avancée, au Nigeria. OK.
réellement au Nigeria. Les efforts sont faits en Côte d'Ivoire. Ok. Et dans les autres pays, je dois aussi avouer quand même qu'il y a une lenteur. Il y a beaucoup de lenteur en fait dans ce domaine. Et pourtant, la question du numérique, je veux dire... Mais en Afrique du Sud, on trouve vraiment, là, c'est le modèle... africain. Voilà, et les pays d'Afrique du Nord, Égypte, Algérie... Ah oui, là, alors, ils sont très bien lotis. Ok. Ouais, ils sont très, très bien lotis. Maroc, Tunisie, surtout, pour les deux que je connais, ils sont très, très bien lotis. Surtout le Maroc, qui fait vraiment... d'abord, vous voyez déjà la santé bancaire au niveau marocain, déjà, ça signifie déjà quelque chose. Voilà. Et pourtant, on ne peut pas douter un seul instant de l'importance du numérique qui c'est peut-être dans le développement d'un pays. Ah non, mais le numérique est indispensable aujourd'hui. Il est incontournable. Aucun pays aujourd'hui ne peut se développer sans numérique, sans le digital. Le digital qui comprend, nous, on définit toujours le digital avec l'énergie, l'Internet et l'informatique. D'accord, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Donc, aucun pays ne peut aujourd'hui, ça se voit partout, aucun pays ne peut se développer aujourd'hui sans le numérique. C'est dire qu'avec nos problèmes énergétiques, implémenter véritablement ou généraliser la numérisation dans les différents secteurs au Cameroun, ce serait délicat. Oui, délicat, mais c'est un problème. C'est réellement un gros problème que nous avons. C'est pour cette raison qu'il est très urgent de pouvoir résoudre les problèmes énergétiques. Okay. Et il ne faut pas toujours se baser sur l'énergie traditionnelle. Il faut multiplier d'autres sources d'énergie. Et c'est à cela que répond donc effectivement le digital aussi. Parce que ce sont des formes d'énergie nouvelles, des formes d'énergie renouvelable dont on parle. Donc, ce sont des sources d'énergie qu'on peut localiser, délocaliser, et puis il y a autant de schémas qui existent pour ces nouvelles formes et sources d'énergie. Mais fondamentalement, quels peuvent en être des enjeux pour un pays comme le Cameroun? Les enjeux, non seulement d'abord sur le plan mondial, on constate déjà que les enjeux sont énormes. Énormes pourquoi? À travers les statistiques données par un organisme GSMA, je pense que c'est Global System Mobile, something like that, voilà, quelque chose comme ça, qui dit qu'aujourd'hui, le taux d'utilisation d'Internet est plus élevé que le taux de progression de la population mondiale. C'est-à-dire le taux de progression de la population mondiale est d'environ en fait 1,2 et le taux de progression de l'utilisation d'Internet est peut-être de 2,4. Donc c'est pour dire en fait que c'est un enjeu qui est crucial au niveau surtout des besoins en utilisation du digital. Qui dit digital dit Internet. Les besoins sont énormes. Donc aujourd'hui, on peut dire à 80%, les populations sont dotées d'un terminal, c'est-à-dire d'un iPhone ou encore d'un smartphone. Alors, tout le monde aujourd'hui est connecté. Tout le monde est connecté. Donc les enjeux sont énormes. À partir du moment où plus de 80% d'une population utilise un outil, c'est un outil qui devient stratégiquement, économiquement, politiquement important. Absolument. Donc ça, c'est énorme comme enjeu. Il faut donc dire que GSMA, c'est un peu cette industrie mondiale qui, évidemment, s'intéresse aux questions de communication mobile. Évidemment qu'au Cameroun, on a davantage, je veux dire, perçu la numérisation ou alors le développement de cette thématique-là autour de la téléphonie mobile. Oui, alors on se concentre beaucoup puisque, en fait, comme je viens de le dire, les utilisateurs se comptent dans le monde d'ailleurs. Ouais, le monde a près de 8 milliards de personnes. On vient de franchir le cap de 6 milliards de personnes qui utilisent Internet. En novembre dernier, 6 milliards de personnes qui utilisent Internet. Donc vous imaginez un peu ce que cela représente. C'est énorme. Alors tout à l'heure, vous parlez de quelques métiers du numérique. Ça nous intéressait d'en connaître. Mais les métiers du numérique, déjà, que vous voyez, il serait pratiquement impossible même
C'est un peu l'activité... Il sera même pratiquement impossible d'énumérer les métiers, les différents corps de métiers du numérique. Déjà que je vous donnais tout à l'heure, en fait, les différentes formes d'entreprises qui évoluent dans le digital. Je vous parlais de FinTech, par exemple. Je vous parlais de Food Tech. Je vous parlais de Legal Tech. Je vous parlais de tech. Il y en a tellement aujourd'hui. Dans les différents secteurs d'activité. Dans les différents secteurs d'activité. Donc, il n'y a aucun secteur d'activité aujourd'hui qui peut se passer du numérique. Même AssureTech, AssureTech, pour les assurances. Absolument. Il n'y a aucun secteur, Health Tech, la santé. Absolument. Il n'y a aucun secteur qui peut se passer du digital aujourd'hui. Et c'est autour de ça même que les startups, aujourd'hui, beaucoup de startups mondiales évoluent. Alors, tout à l'heure, vous parliez... Donc, vous voyez un peu dans ces corps de métier, comment on peut les énumérer. Dans chaque corps de métier, déjà, ne serait-ce que dans Health-Tech, on retrouve déjà la biotech. Dans Health-Tech, on retrouve la medical tech et on retrouve l'e-santé. C'est-à-dire la santé numérique. Absolument. Donc, vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'il y a tellement de corps de métier innovants qu'on peut retrouver dans les différents secteurs. Et c'est toute une économie. C'est tout ça qui permet de parler de l'économie numérique. Tout à l'heure, vous parliez des difficultés que vous avez rencontrées au moment où vous essayiez de vous installer au Cameroun. Je veux dire, pour vous, quels sont les freins à l'avancée, aux avancées dans le secteur du numérique? Vous parlez tout à l'heure peut-être de l'énergie, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Vous avez parlé également peut-être de la législation qui est manquante. Mais n'empêche qu'on voit quand même des structures, d'ailleurs le JETCAM réunit certainement un certain nombre de structures d'ici et d'ailleurs qui essayent de trouver un chemin dans cet environnement numérique. Quelles sont les difficultés qu'une entreprise ou alors une personne qui veut se mettre dans la numérisation au Cameroun peut rencontrer? La première difficulté, on peut dire qu'elle serait d'abord politique. Pour qu'il y ait une volonté, une visibilité politique pour la mise en œuvre de ces technologies au Cameroun. À partir du moment où cette voie est tracée, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être faites et initiées par les décideurs. Il y a également le frein. Un des freins serait également ce flou qui existe au niveau des entreprises du numérique qui existent déjà, mais qui évoluent en vase clos. C'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ne font aucun partage de leurs connaissances ou de leurs acquisitions numériques ou technologiques. Et par contre, nous sommes dans un domaine où le partage est sacré. C'est-à-dire, le monde ne peut pas avancer sans le partage des technologies. C'est pour cette raison que vous avez toutes ces grandes rencontres dans le monde, à travers le monde. Chaque année, pratiquement tous les mois, vous en avez un dans un des pays organisateurs, surtout les pays occidentaux. Les grands rendez-vous, tous ces grands se retrouvent. C'est pour dire que voici ce que nous avons pu réaliser comme découverte technologique, comme avancée. Est-ce que ça peut amener le monde vers le haut? Est-ce que ça peut améliorer l'existence du monde? Est-ce que la vie des citoyens? En fait, le digital est là pour améliorer notre quotidien. Absolument. C'est ça l'objectif du digital. Ce n'est pas, en fait, une vue de l'esprit, dire non. Quand on parle de la santé, quand on parle du transport, quand on parle de la nourriture, quand on parle de... C'est pour améliorer, même Legal Tech dont on parlait. À partir de ton mobile, tu peux donc commander ou ton extrait de naissance. Ce sont des choses qui se font. Au lieu de te déplacer pour aller à Bonanjo, tu n'es même pas sûr de trouver les gens dans les bureaux et tout. Donc autant de difficultés matérielles qui se posent, soit le papier est fini, soit aujourd'hui il n'y a pas de... Autant de difficultés qu'on retrouve et que les technologies donc viennent pour résoudre ces problèmes et gagner un temps. On dit souvent que time is money. Absolument. Voilà, donc c'est pour gagner du temps. Plus ça va vite, plus on produit beaucoup, et plus en fait les richesses, voilà.
Voilà, D'accord. donc, Alors, je vous suggère, Jean Genesta, qu'on prenne le deuxième reportage de ce soir pour évidemment suivre le fil de l'actualité et revenir à nouveau derrière pour poursuivre cet échange autour de cette importante problématique du digital ou de la numérisation. Reportage. Parce qu'il existe une diaspora camerounaise capable de parler d'une seule et même voix et de se soutenir mutuellement pour le développement du Cameroun, le consul général du Cameroun à Paris, M. Oben Enor Victor, a rencontré il y a quelques jours de jeunes entrepreneurs camerounais, porteurs d'un projet de formation technique et professionnelle dans les nouveaux marchés innovants. Dr Anne-Marie Lindou est la présidente de l'association Afrique Éducation et Co-Développement. Nous avons suivi l'appel du chef de l'État. Le président Biya a dit allez à l'étranger pour obtenir quelque chose, pour fouiller, pour vraiment recevoir des capacités pour venir développer le Cameroun. Depuis 5 ans, l'association Afrique Éducation et Co-Développement que nous avons eu l'honneur de créer en France l'a fait et il est temps pour nous de rentrer, implémenter au Cameroun les connaissances que nous avons apprises ici en capacitant les jeunes Camerounais à venir se faire former en France pour retourner développer le Cameroun. Ces formations vont s'ouvrir sur des domaines aussi divers que la maintenance automobile, option véhicule des particuliers, maintenance des engins agricoles et travaux publics, technicien supérieur de laboratoire, grâce notamment à un partenariat entre l'association portée par le Dr Lindou et l'entreprise iLead Global de Raphaël Djiné, basée à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Cette réunion, vraiment, quelque chose que j'ai ressorti, c'est l'engagement du leadership camerounais envers la diaspora. Nous avons remarqué que depuis un temps, que ce soit le peuple, nous voulons des choses concrètes. Et aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus avec les promesses. Le gouvernement s'engage pour les choses concrètes. Nous, le secteur privé, nous sommes engagés aussi pour être ceux-là qui vont apporter des solutions concrètes. Et je pense qu'avec la vision du chef de l'État, nous sommes en train de manifester ce qu'il attendait de nous ou ce qu'il attend de nous en tant que jeunes. Donc, je retourne à Dallas vraiment très, très content. À l'issue des échanges, ces entrepreneurs camerounais se sont engagés à mieux structurer et à définir des termes de référence pour leur partenariat qui se veut concret et efficace. I think it's a very successful meeting. My impressions, I'm very satisfied. The partnership, the conclusions, the ideas, I'm very impressed, and I think that it would only help the association to go forward in achieving its objectives. Objectives of creating a strong base, technical base for youths, employment for youths, and technological development for youths in Cameroon. I believe it was just a great moment of we took time to brainstorming together and just agree on the deployment of this transfer of knowledge that we actually deploy in our nation. We believe when a leader give a tone for emergence, we believe we have to enter into action. So we have to get down to the reality. We have to make things happen. And this year 2023, we are in to make things happen. It's not about promise anymore. Things have to be concrete. So, and I'm going back to the United States very happy for what the government is, for the engagement, the commitment of the government, mainly to the diaspora, have to come back and create jobs and all that. La faible capacité du secteur productif à créer des emplois décents, l'inadéquation de la qualité de la main-d'œuvre par rapport aux ressources humaines demandées, sont quelques causes de la faible performance du marché du travail et du sous-emploi, selon la SND 30. Il est donc aisé de comprendre pourquoi, face à certains projets d'envergure, la main-d'œuvre est importée. Cette concertation a pour objet
de faire comprendre aux travailleurs étrangers pour lesquels le gouvernement exprime toujours sa gratitude et son appréciation. Parce que n'oubliez pas que nous avons besoin des investisseurs étrangers, nous avons besoin du capital humain étranger pour participer au développement de notre nation. À chacune de ces sorties, le chef de l'État a interpellé son gouvernement pour qu'une attention particulière soit accordée à la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui doit construire l'émergence et non l'étranger. Et ces étrangers sont mieux lotis sur le plan salarial que les nationaux. Si les Camerounais étaient en mesure d'effectuer le travail pour lequel les étrangers sont là, c'est les Camerounais qu'eux-mêmes ils auraient privilégié parce que l'homme d'affaires a pense plus à son portefeuille qu'à la générosité et à la bonté. Pour qu'ils utilisent les étrangers, ça veut dire que sur le plan local, ils n'ont pas trouvé ce qu'il leur faut. Okay? Donc, et la formation coûte cher. Les étrangers chez eux ou au Cameroun coûtent cher, c'est tout à fait normal qu'il y ait ce décalage-là. Mais l'objectif visé par le Cameroun aujourd'hui, par le chef de notre nation, par son gouvernement, c'est de faire en sorte que les Camerounais soient les architectes de son émergence. Et nous devons développer le capital humain pour cela. Selon les statistiques, le Minefop délivre chaque année 4000 visas de travail et plus de 10 000 étrangers exercent une activité professionnelle au Cameroun en situation irrégulière. Dans l'optique de promouvoir efficacement l'emploi des nationaux dans les projets d'investissement publics et privés et pour la mise en œuvre des formations pour le développement des compétences nationales et qui nécessitent des finances, le gouvernement a institué dans la loi des finances 2023 l'article 22, alinéa 1, 2 et 3. Il est question ici d'un prélèvement au titre des frais de visa de travail sur les contrats des travailleurs de nationalité étrangère. Il faut à l'avenir, c'est effectivement trouver les voies et moyens pour déterminer les conditions d'une saine application de ce texte-là qui tiennent compte à la fois des intérêts de l'État du Cameroun et des intérêts des entreprises et donc de nous-mêmes en tant que RH. Il y a cet aspect-là. Il y a également le fait que nous avons souhaité qu'en ce qui concerne le soutien à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise, qui est quand même un domaine dans lequel nous œuvrons pour la plupart, où nous dépensons beaucoup d'argent parce que nous avons besoin de préserver l'employabilité des salariés. Nous souhaitons que la loi aille plus loin dans ce sens et qu'elle soutienne les efforts qui sont par les entreprises dans ce domaine-là. Une concertation Minefop, directeur des ressources humaines des entreprises, à ce sujet s'est tenue ce 8 février 2023, ici à Douala. Alors, Jean-Genesta Priso, le 27 juin 2022, donc, vous décidez de créer le GEDCAM. Je le rappelle, c'est le groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun. Quelle en est la motivation? Quels en sont les enjeux? Quelle est l'ambition derrière? Le GEDCAM, c'est comme vous l'avez dit, c'est le groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun. Le premier but, c'est d'abord rapprocher les acteurs du digital pour essayer de créer un écosystème et savoir qui fait quoi, qui est qui, pour que nous ayons une meilleure visibilité de ce qui se fait déjà. Et le GEDCAM a donc pour objectif, bien entendu, de rapprocher tous ces acteurs et de les organiser, au mieux de les organiser. Organiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire amener ceux qui étaient peut-être moins professionnels à devenir plus professionnels, ceux qui n'avaient peut-être pas des partenaires, parce que comme je vous ai dit, le digital c'est le plus grand partage qui existe aujourd'hui dans le monde. Alors ceux qui n'avaient pas des partenaires qualifiés ou des partenaires de renom, qui puissent vraiment les avoir à travers le GEDCAM, parce qu'étant seul, on ne pouvait pas avoir une certaine visibilité, mais à travers le GEDCAM, qui est un groupement, on pourra donc avoir une certaine visibilité et surtout donner beaucoup plus de crédibilité aux partenaires extérieurs surtout, qui ne demandent que cela. Parce que lorsqu'un partenaire extérieur, surtout ces mastodontes, veulent venir dans votre pays, ils veulent avoir certaines assurances. En tant qu'entreprise unique seule, il est difficile pour ce partenaire en fait de vous donner pleinement la confiance nécessaire donc c'est également pour développer donc un partenariat.
avec toutes ces mastodontes qui existent à travers le monde et que nous voulons faire venir au Cameroun. Et ça, nous disons qu'en le faisant, peut-être, sûrement que ça va donner de très grandes valeurs ajoutées, surtout pour nos jeunes. Imaginez un seul instant que les jeunes soient en contact avec Microsoft, avec Google, avec Canon, avec Hitachi, avec autant de domaines, autant de choses que les jeunes, au contact de ces professionnels, ça c'est des étincelles qui vont jaillir de leur cerveau. Nous on appelle ça allumage du cerveau. Ah d'accord. Voilà, allumer le cerveau. Le mien a été allumé. Pour des prises de conscience. Voilà, prise de conscience. D'accord. Voilà, le mien a été allumé. Pourquoi le cerveau des autres ne serait pas allumé. Donc le JETCAM c'est déjà ça. Le JETCAM, bien entendu, c'est aussi un outil qui pourrait être un outil de financement. On en parlera peut-être plus tard, parce que nous également, nous recherchons dans les financements pour les startups. D'accord. Pour nos jeunes frères ou nos jeunes citoyens, concitoyens qui ont des projets, surtout au niveau des startups, et souvent ils sont bloqués pour des projets de $1000, 1000 à 20 000 $, il leur faut ces financements. Où les obtenir? Les banques ne font pas en fait ces prêts-là, parce que bien entendu l'environnement aussi, parce que l'environnement n'est vraiment pas fait pour. D'accord. Justement, parce que je voulais vous demander si, dans cette approche spécifiquement, si vous êtes optimiste au regard, vous le dites d'ailleurs, de l'environnement, je veux dire, quelle garantie de réussite quelqu'un viendrait à avoir pour son investissement dans ce genre de, par exemple, les startups, comme on en parle. Un jeune vous présente un projet dans le digital et vous dit, écoutez, dans 4, 5, 6 ans, si vous mettez 3, 4, 5, 6 000 $, moi vraiment, voilà ce que je produis. Comment est-ce qu'un financier, un détenteur de ressources peut suivre ce genre de schéma-là? Oui, en fait, c'est ça aussi qui serait l'avantage de l'implémentation du JETCAM, par exemple, pour donner toutes ces assurances et ces garanties. Mettre en relation les producteurs de richesse et ceux qui ont les moyens. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Tout à fait. Et nous sommes à la recherche actuellement d'une banque qui doit pouvoir nous accompagner. Nous sommes déjà en contact avec certaines banques où nous pourrons donc constituer un fonds de garantie et qui permettrait effectivement de financer ces startups-là. Et qui ne demande pas beaucoup. Je dis encore pour $1000, quelqu'un peut commencer déjà à être vraiment productif, même avec $1000. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les financements demeurent quand même quelque chose de déterminant pour l'éclosion, effectivement, de ces startups-là. Absolument. Et ça aussi, c'est un rôle que devrait jouer le JETCAM. Mais pourvu, encore une fois, qu'il y ait une volonté politique. Parce que nous pouvons avoir toutes les bonnes idées, tous les moyens. Et si d'aventure, nous n'avons pas... Mais qu'est-ce que vous mettez derrière la volonté politique? C'est quoi? C'est la législation? C'est la décision gouvernementale? Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est l'accompagnement. Nous avons adressé déjà des courriers à notre ministère de tutelle, qui est le ministère des Postes et Télécommunications. On va introduire une demande d'audience dans les jours, étape par étape. On va introduire une demande d'audience, davantage pour nous faire connaître, et davantage pour faire connaître le programme en cours, et également demander leur soutien. Parce que lorsque nous irons demander le concours de certaines multinationales pour un accompagnement technique, ne serait-ce que peut-être organiser un salon technologique, purement technologique ici. Et lorsque ces multinationales doivent venir, généralement, ces multinationales demandent les avis de leurs ambassades. Et si d'aventure, nous n'avons pas cette volonté politique qui nous accompagne pour dire que oui, JETCAM, une organisation reconnue, sérieuse, pour que vous pouvez donc dire à cette multinationale qu'elle peut venir, il n'y a pas de souci. Ce sont des partenaires crédibles. Vous voyez un peu? Absolument. Voilà un accompagnement qui est là. Absolument. Et ce qui est sûr, nous, si le gouvernement veut bien, mais honnêtement, c'est une affaire des privés, il faut aussi le rappeler, nous ne demandons pas les financements en tant que tel, mais si le gouvernement estime que c'est nécessaire pour la jeunesse camerounaise, pour les fonds que nous allons devoir lever bientôt, pour constituer ce fonds de garantie, ce n'est pas un argent qui va dans la caisse du JETCAM, encore une fois, c'est un fonds de garantie que nous souhaitons faire gérer par la banque partenaire.
Sur la base d'un projet. Sur la base, bien sûr. Voilà, tout à fait. Alors, aujourd'hui, au niveau du GEDCAM, quelles sont les entreprises? Je veux dire, peut-être combien d'entreprises il y en a déjà? Comment c'est structuré? Comment entendez-vous vous déployer? Vous êtes, ça fait plus de 6 mois, si c'est juin 2022. À ce jour, quel est le point que vous pouvez faire au niveau donc, de la structuration de votre groupement? Merci beaucoup. En fait, vous conviendrez avec moi quand même, bébé de 6 mois demeure toujours fragile. Absolument. Il a encore la tétée. Voilà, il a encore la tétée. Là. Non, en fait, depuis que nous sommes sortis officiellement, depuis notre dernière conférence de presse, je ne vous cache pas que les sollicitations sont nombreuses et nos compatriotes, surtout dans la diaspora, nous appellent pour demander davantage d'explications, demander davantage d'informations. Et nous sommes là pour les leur donner. Et aujourd'hui, en fait, le GEDCAM est déployé, bien entendu, au Cameroun, Douala, Yaoundé, Bamenda, où nous avons déjà des membres. En France, en Allemagne, aux États-Unis, oui. Nous avons récemment eu même un de nos compatriotes, brillants compatriotes, qui a travaillé dans toutes ces grandes firmes, Cisco, IBM, excusez-moi, mais qui a travaillé vraiment dans toutes ces grandes firmes et qui a vraiment beaucoup à donner à la jeunesse camerounaise en matière d'expérience, qui est notre représentant aux États-Unis. Je parle des États-Unis, l'Amérique du Nord. Absolument. Voilà. Alors, donc voilà un peu le déploiement de GEDCAM pour le moment. Moi-même qui suis basé en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, c'est le lieu même aussi encore de lancer un appel, parce que vous savez, les entrepreneurs du digital ne courent pas les rues, ils ne sont pas des millions non plus. Donc c'est le lieu de lancer un appel pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous ne voulons pas nous précipiter pour mettre en place un bureau avec tous les postes pourvus et il va falloir tout simplement que nos compatriotes qui marquent encore le pas puissent nous rejoindre et qu'ensemble nous puissions construire donc, cet outil qui est important et nécessaire pour nous tous en fait. Donc il y a de la place encore pour tout le monde. D'accord. Voilà, donc vraiment les portes et les fenêtres de GEDCAM sont encore ouvertes. Et qui n'hésitent pas à venir vers nous. Nous sommes là pour ça. Et raison pour laquelle nous tenons déjà à remercier certaines entreprises de télécommunications qui marquent déjà un soutien à notre endroit. Et je sais que bien d'autres le feront également, surtout celles qui sont nationales. Donc voilà ce qu'on peut dire. Retournons à la régie pour prendre notre reportage de ce soir qui évidemment va nous permettre de mieux déployer l'actualité telle qu'observée par la rédaction de STV cette semaine. Suivez plutôt. Après ouverture de l'enquête telle que diligentée par le chef de l'État le 2 février dernier, l'on est au stade de l'enquête préliminaire qui se déroule par l'interpellation et l'audition des suspects, selon Maître Daniel Bikaï, avocat au barreau du Cameroun. En prenant pour référence les divers communiqués officiels, nous sommes dans la phase de ce qui est appelé les enquêtes préliminaires. Elles sont menées par les officiers de police judiciaire sous le contrôle du ministère public. Le ministère public ici peut être le parquet du tribunal de grande instance ou alors le commissaire du gouvernement du tribunal militaire. Donc les personnes qui ont été entendues lors de l'enquête préliminaire, qui auront été déférées devant le parquet compétent, ce parquet compétent, prendra un réquisitoire introductif afin que ces personnes soient entendues par le juge d'instruction compétent. L'information judiciaire va s'achever par une ordonnance de règlement, laquelle peut renvoyer certaines personnes devant la juridiction du jugement. Ça peut être le tribunal de grande instance compétent ou le tribunal militaire. Il ne faut pas s'aventurer sur les conclusions d'une enquête parce qu'elle est menée quand même par des professionnels qui savent ce qu'il y a à faire et on doit respecter le caractère secret de ce travail. Dans le cadre de l'instruction devant le commissaire du gouvernement, les mises en cause peuvent être traduites soit devant un tribunal civil ou un tribunal militaire à quelques conditions. Quelle que soit l'option choisie, tribunal militaire ou tribunal de grande instance, il vaut mieux que toutes les personnes soient impliquées. Mais comme il se trouve qu'il y aurait les militaires
il est plus conséquent que toutes ces personnes soient traduites devant le tribunal militaire. Tout ça, je pense, c'est pour une meilleure gestion de l'instruction de cette affaire, pour la meilleure application du droit et une meilleure justice. Une fois en phase de jugement, si les accusés sont jugés coupables, ils risquent la peine capitale. En cas de meurtre, la loi pénale camerounaise, à son article 275, dit être puni de l'emprisonnement à vie celui qui cause la mort d'autrui. En matière d'assassinat, c'est l'article 276 du Code pénal. Et il dispose ainsi qu'il suit. Est puni de mort le meurtre commis, soit avec préméditation, par emprisonnement, pour procéder au trafic des organes de la victime, pour préparer, faciliter ou exécuter un crime ou un délit, ou pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce crime ou de ce délit. Il y a préméditation même si l'identité de la victime n'est pas déterminée, et même si l'auteur subordonne son projet à la réalisation d'une condition quelconque. Ce sont les sentences les plus graves pour des délits prévus par le Code pénal. Retour sur ce plateau avec cet autre reportage. Évidemment, nous poursuivons notre échange avec Jean-Genestar Priso, qui, comme vous le savez, il est le président d'un groupement, le groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun, dont les activités ont officiellement été lancées au cours d'une conférence de presse d'annonce. C'était en janvier dernier, mais la structure existe depuis le mois de juin. Ça fait un peu plus de 6 mois. Alors, Jean-Genestar, on en était à parler évidemment de votre groupement et de sa structuration ici au Cameroun. Quelles sont les visées pour l'avenir? Comment entendez-vous étendre votre, je ne vais pas dire impact, mais vos activités à travers le territoire et qui s'est peut-être rassemblé le maximum d'acteurs qui fonctionnent autour du numérique? Oui, en fait, déjà, comme vous l'avez si bien dit, c'est pour le Cameroun que cette organisation a été mise sur pied. D'accord. Donc, elle doit nécessairement s'implanter dans les 10 régions du Cameroun. OK. Déjà au littoral, on n'a pas de souci. Okay. Au centre, il n'y a pas de souci. Au nord-ouest, pas de souci non plus. Donc, il reste maintenant 7 autres régions que nous comptons très rapidement, en fait, avoir des représentants. Okay. Et c'est même l'occasion, le lieu, en fait, de lancer cet appel pour ceux de nos confrères qui seraient intéressés et implantés dans ces régions. Parce que c'est eux qui vont conduire donc les projets du GEDCAM dans ces régions. D'accord. Donc, et si d'aventure il y a une mise en œuvre d'une politique nationale, c'est à travers ces représentants-là que nous allons, bien évidemment, nous appuyer. Et c'est eux qui connaissent bien les réalités de ces régions, parce que toutes les régions n'ont pas les mêmes réalités. Okay. Les réalités du littoral ne sont pas les mêmes que les réalités de l'Est, par exemple. Donc c'est pour dire que le digital doit pouvoir aller, nous devons amener les bonnes nouvelles du digital à travers toutes nos régions. Okay. C'est essentiel pour nous. Et bien entendu, au niveau de la diaspora, qui est donc, intéressé et qui est donc également, parce qu'il faut dire que le GEDCAM est constitué des membres locaux au niveau du Cameroun et également tous ceux qui sont dans la diaspora et qui s'intéressent sur les questions digitales et qui sont soit d'origine camerounaise ou de nationalité. D'accord. Parce que nous pouvons avoir des Belges qui sont camerounais, absolument, nous pouvons avoir ou de nationalité. Essentiel, c'est d'être camerounais. Absolument. Voilà, donc tous ceux-là sont donc priés, et bien entendu, de prendre contact avec nous parce qu'ils sont considérés comme potentiels membres du GEDCAM. Donc ils sont invités à prendre contact avec nous et à apporter, à la limite même, nous voulons les encourager à venir, comme beaucoup m'ont adressé des demandes par le passé en privé, à venir s'installer au Cameroun pour apporter leur valeur ajoutée. Absolument. Nous avons besoin de tout cela pour construire cet écosystème qui voudrait donc que le jeune Camerounais dans le tréfonds du pays qui se trouverait puisse effectivement savoir ce que c'est que le digital. D'accord. C'est incontournable pour le Cameroun de demain que nous voulons être digital
et qui va sûrement et nécessairement nous donner de très très grandes valeurs ajoutées. Mais je veux dire, vous, un entrepreneur sur des questions de digital, comment faites-vous face aux freins, aux contraintes qu'on a énumérées tout à l'heure? Les questions, les problèmes énergétiques, les problèmes de législation, la pénétration même du niveau d'Internet dans les foyers, dans l'arrière-pays. C'est ça. Je rappelle que vous, en tant que personne physique, vous êtes un chef d'entreprise qui fait dans la numérisation, dans le digital. Comment vous contournez toutes ces problématiques-là? Ce sont des problématiques qui sont réelles hein, et que nous avons tous au quotidien, même pas seulement sur une affaire du digital, même les autres corps de métier rencontrent ces mêmes problèmes, que ce soit au niveau même du judiciaire, que ce soit au niveau du médical, que ce soit tous les corps de métier rencontrent ces problèmes. Et les problèmes d'énergie sont les problèmes de notre quotidien, les problèmes d'accessibilité aux services publics sont des problèmes quotidiens de tout le monde. Alors, en fait, je pense que l'avantage que nous aurions, c'est comme nous sommes dans des corps de métiers transversaux, c'est-à-dire il n'y a pas un seul domaine qui échappe à nos compétences. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes donnés pour mission d'aller vers les autres groupements. Que ce soit l'ordre des avocats, le groupement et ordre, tous nous irons vers ces ordres-là parce que nous savons que nous avons quelque chose à leur apporter et ils ont également des choses à nous apporter. Si demain ou après-demain, nous devons nous mettre le e-santé, en fait, je vais dire, la politique de santé, on doit mettre en place une politique de santé. Et nécessairement, nous, avec les ordres de médecins, nous pourrions travailler ensemble pour apporter ou faire des propositions au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Quelles sont les solutions qui seraient adaptées à notre environnement? Parce qu'il est aussi important de savoir que seuls les acteurs qui sont sur le terrain, qui vivent le quotidien, qui connaissent les réalités, peuvent donc trouver des solutions effectivement à cela. On ne pourra jamais importer une solution d'un autre pays à un autre. Parce que les réalités ne sont jamais les mêmes. Et donc, c'est la même chose, cette démarche pourra se faire avec des avocats, cette même démarche pourra se faire avec des magistrats, cette même démarche pourra se faire avec tous les autres corps. Absolument. Il n'y a vraiment pas de corps limite par rapport à ça pour construire notre pays. Bon, je vois que vous venez beaucoup sur le e-santé, mais avec votre expérience dans d'autres pays, concrètement, ça se passe comment? Par exemple, en Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, les autres pays, ou au Maroc, où vous avez... que vous avez pu visiter, vous avez participé à des salons, à des organisations. Ça se passe comment ailleurs pour essayer de matérialiser ou visualiser cela? Alors, il faut faire la différence entre le e-santé, c'est l'une des composantes du health tech. Le e-santé, ici, c'est des consultations à distance, des choses comme ça. Mais alors, ici, je parie que vous êtes en train de faire allusion à la santé universelle. En fait, je pense bien que couverture santé universelle, c'est à cela que vous faites allusion. Alors, disons que la santé couverture universelle englobe franchement tous les acteurs. Hein. Tous les acteurs, il n'y a pas un seul acteur qui serait concerné par ça, puisque en fait, les destinataires de cette couverture santé, c'est tout le monde. Absolument. Et bien entendu, les fournisseurs de services pour cette couverture santé, c'est également les pharmacies, les médecins, les hôpitaux, les centres de ceci, tout ça. Donc c'est tout un travail énorme. Alors autrement, vous avez annoncé tout à l'heure avoir pris langue avec les autorités. Oui. Êtes-vous optimiste? Je veux dire, avez-vous le sentiment que vos ambitions sont comprises? Avez-vous le sentiment que vous avez reçu une oreille attentive et que, qui sait peut-être en face, on a compris l'intérêt, les enjeux d'une telle problématique? Alors, il faut tout de suite dire qu'il ne s'agit pas d'une ambition du GEDCAM en tant que groupement replié sur lui-même. C'est le Cameroun dont il est question. Qui en a besoin, absolument. C'est-à-dire qu'on aime ou pas le GEDCAM, est-ce que le GEDCAM peut apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui se fait déjà? Est-ce que le GEDCAM peut contribuer à améliorer les services publics du Cameroun? Est-ce que le GEDCAM peut apporter de l'amélioration dans
les institutions privées qui existent et tout ça. Donc, en fait, il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas d'un problème de M. Priso ou encore du GEDCAM. Qu'est-ce que cette organisation peut apporter? Et les membres qui y sont-ils des personnes ou des acteurs qualifiés dans tel domaine? Est-ce qu'ils peuvent nous apporter des solutions pertinentes? Moi, je vous dirais, par exemple, moi, je serais preneur, nous serions preneurs d'aller expliquer à l'Assemblée nationale ce que c'est que e-visa. Merci beaucoup. Voici un cas qui est en train de se planter devant nous. Le e-visa. Nous, on aimerait bien que soit les sénateurs, soit les députés puissent comprendre et connaître ce que c'est que le e-visa et son fonctionnement. Ça, c'est important. Ce sont des questions éminemment importantes. Absolument. On va parler de l'e-santé, on va parler de ICC, mais est-ce que nos représentants savent ce que c'est? Donc le GEDCAM peut également contribuer à donner davantage d'explications à la compréhension de ces problématiques. D'accord. Ça aussi, c'est important. Mais vous savez qu'il y a un autre pan qui n'est pas négligeable dans cette thématique-là, c'est la sécurisation des données. Je veux dire que vous allez digitaliser, vous allez numéraliser un certain nombre d'informations sur le plan de la sécurisation des données. Je veux dire, c'est quand même une problématique, a priori, que vous avez cernée et que vous devez aborder. Oui, mais les problèmes, il y en a tellement, hein, mais c'est, disons, un pan de problème évidemment important parce que les données d'un pays se veulent confidentielles. Bon. C'est très confidentiel. Et alors, les sources ou les mécanismes de sécurisation sont divers et cela se décide en fonction vraiment de l'importance et des urgences. Et même aussi des moyens. Absolument. Parce que ça aussi, c'est aussi... voilà. Donc, il y en a plusieurs sortes. Il y a des sécurisations locales qu'on peut faire. Il y a des sécurisations qu'on peut faire à travers... comment on appelle encore, les data centers, voilà, ça c'est budgétivore, ça il faut avouer que bien entendu que la tendance aujourd'hui est à tendance économique, puisqu'il faut des data centers moins consommateurs d'énergie, hein, voilà, donc ça aussi c'est des appréciations qui peuvent se faire, mais le plus de sauvegarde aujourd'hui de sécurisation se fait à travers le cloud. Okay. Donc, ce sont des formes de sécurisation de données qui peuvent donc être appréciées et choisies au moment venu. Mais sinon, c'est vraiment des données importantes. Alors, vous avez quelle catégorie d'entreprises? Les petites, les grandes, les moyennes? Quelles sont les cibles en termes de constituantes comme entreprise de GEDCAM? Alors, ici, nous avons trouvé intérêt à ce que tous les acteurs, parce que vous savez qu'il y a des entreprises individuelles, donc tous les acteurs, de l'entreprise la plus petite à la plus complexe qui est sous nos tropiques, c'est-à-dire qui est la SA, toutes les entreprises sont d'office membres du GEDCAM, opérant dans le digital. Et quand on dit on parle du digital, soit au niveau de l'énergie, soit au niveau de l'informatique, soit au niveau de l'Internet. Bien entendu, les télécommunications font partie. Donc, tous les acteurs qui sont dans ces différents domaines sont donc des potentiels membres du GEDCAM. On n'exclut personne. Et c'est cela qui va faire en sorte que nous ayons une capacité à faire des champions au sein de notre groupement. Une entreprise peut venir petite dans le GEDCAM et devenir très grande par la suite. C'est même le but. Faire en sorte que nous ayons vraiment des champions au sein du GEDCAM. Et là aussi, ça permet, bien entendu, d'avoir une certaine cartographie des compétences que sur le plan national et de savoir que peut-être qu'au centre, il n'y a pas telle ingénierie ou telle compétence. On pourrait peut-être... donc, bref, nous avons une cartographie
les entreprises existantes et les différentes compétences en fait qui maillent le pays. Ça nous permet effectivement de savoir où faut-il aller investir, surtout pour nos frères qui sont de l'autre côté et qui veulent bien venir. S'il y a beaucoup plus d'opportunités au nord, est-ce que le nord... Autant de choses. Voilà. Alors, je voudrais vous donner une donnée qui est celui de la Banque mondiale qui estime qu'en 2025, la contribution du numérique au PIB africain serait de 300 000 milliards de dollars, soit 10% du PIB global. Vous partagez cela, je veux dire, a-t-on les moyens d'y arriver pour 2025 ? Vous avez fait un peu un aperçu tout à l'heure de la pénétration du numérique dans les pays africains, soulignant qu'en Afrique du Nord et en Afrique du Sud, c'est très avancé. Les autres pays, notamment les autres zones sous-région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, c'est timoré. Avez-vous l'ambition pour 2025 que 300 milliards de dollars se seraient atteints au regard de ces données ? Absolument, monsieur Dipita, absolument. Le digital est un secteur où il y a des niches de ressources inestimables. Aujourd'hui, le budget du Cameroun, je pense qu'il est à 6 345 milliards. Comme moi, je n'aime pas faire ces comparaisons, je ne veux même pas y aller. Donc, mais avec le digital, je vous assure que en un an, nous pouvons augmenter ce budget de 30% minimum. Si réellement il y a une politique ferme de nos autorités qui oriente résolument notre pays vers la digitalisation de nos services, nous pouvons faire un bond minimal de 30% de l'augmentation de notre budget. Comment ? C'est-à-dire, nous pouvons passer de 6 milliards à 8 milliards. Ça se fait comment ? La production de richesse. Comment ça va se faire ? Il serait quand même prétentieux pour moi de le dire sur le plateau ici de télévision. Mais toujours est-il que la création des richesses qui va se faire surtout au niveau de nos régies financières. D'accord. Moi, je vous dirais que je ne veux pas me prendre pour le ministre de l'Économie et des Finances, mais si je demandais à mes directeurs de régie financière que chaque semaine, je veux voir sur mon portable les recettes compilées de la semaine, douane, impôts, chaque semaine. Je ne dis pas chaque jour, parce que c'est faisable chaque jour. Mais déjà, pour un départ, même s'ils peuvent dire même mensuel, je veux voir sur mon portable les recettes compilées. Chaque semaine ou chaque mois, vous verrez le travail qu'ils vont abattre. Déjà, c'est un travail d'informatisation du système qu'il faut d'abord mettre en place. Absolument. Et également, ça va minimiser les déperditions de recettes. Ne serait-ce que ça, vous allez déjà voir qu'il y aura une nette amélioration des recettes. Absolument. Les gens vont se mettre au travail parce qu'ils doivent produire chaque semaine ou chaque mois là, un chiffre. Un chiffre. Qu'il faut envoyer au ministre. Voilà, qu'il faut envoyer au ministre. Donc la pression sur le travail, sur le Merci rendement. beaucoup. Deuxième approche banale comme ça que je prends, le secteur informel. Regarde un peu la richesse. C'est une niche de revenus inestimable. Moi, je vous dis que nous avons des solutions. Pour capitaliser ce secteur informel, il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, ce secteur informel est un secteur pourvoyeur en fait, de ressources financières additionnelles pour notre nation. D'accord. Il va de soi que si ne serait-ce que ces deux leviers que je viens de donner, si ces deux leviers sont organisés, le budget ne serait pas le même. Hein. On ne serait pas de 6 080 milliards à 6 345 milliards. Non, on serait au minimum. Comment les autres ont fait? Je ne veux pas citer de pays. Comment les autres ont fait? Dites-moi comment ils ont fait. Et encore, ils ne dépassent pas du tout. Hein. En matière de potentialité, ils ne dépassent pas du tout. Que ce soit sur le plan des richesses naturelles, que ce soit sur le plan des humains, que ce soit sur le plan des compétences, ils ne nous dépassent pas du tout. Hein. Je vois beaucoup d'amour quand vous en parlez. Ah non, mais non seulement, ce n'est pas du chauvinisme non plus, mais sincèrement, c'est avec raison que je le dis, parce que je sais très bien que nous sommes capables de le faire, nous sommes capables de réaliser en fait ces résultats. Je le sais. D'accord. On va prendre le dernier reportage et puis on revient derrière conclure
conclure l'émission en faisant un résumé de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a essayé d'élaborer tout à l'heure pour cette question de la digitalisation et de la numéralisation. C'est la même problématique, hein? Oui, c'est la même chose ou... Non, nous on dit au niveau du GEDCAM que ce n'est pas exactement la même chose, mais vous savez, les termes, là, c'est le français qui se parle, mais la technologie, c'est autre chose. Parce qu'en fait, la numérisation, c'est numérique, nombre. Et donc, il vient donc de la transformation des données physiques en données numériques. Donc, pour nous, notre conception, c'est que le numérique s'intègre dans le digital. Parce que le numérique, on peut prendre le numérique comme informatique, télécommunication, et le troisième, c'est quoi la technologie... Internet Non, pas Internet. Pas Internet. Hein? Donc, voilà, il y a donc... En fait, il y a trois grandes écoles. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est... Bon, en fait... Ce sont des subtilités du métier. Heureusement que j'ai posé la question, ça permet de... Non, mais en fait, dans le langage, c'est utilisé. D'accord. C'est utilisé digital, numérique. Mais en principe, le numérique devrait s'intégrer dans le digital. Parce que le digital regroupe les grandes familles où on trouve l'informatique, l'Internet et l'énergie. Et dans l'informatique ou bien dans l'Internet, on peut donc trouver le numérique. Ce sont des données numériques qui sont des données qui sont transformées en numérique pour être transportées par Internet. D'accord. Voilà. Prenons le reportage. 32 listes de candidatures ont été présentées par 13 partis politiques pour l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. Après un examen minutieux des pièces constitutives des dossiers de candidature, 22 listes de candidats remplissant les conditions fixées par la loi électorale ont été acceptées à l'unanimité des membres du Conseil électoral. Eno Abrams Ekbe a fait le point ce 17 février au siège d'Elections Cameroun à Yaoundé. Rendu donc au terme de 6 jours d'intenses et fructueuses délibérations, j'ai l'insigne honneur de livrer ci-après lecture de la résolution du Conseil électoral portant publication des listes de candidats acceptés pour l'élection des sénateurs du 12 mars 2023. C'est finalement 10 partis politiques qui prendront part au scrutin. L'UNDP, le FDC, l'ANDP, le MDR, le PCRN, le FSNC, le SDF, l'UDC, l'UMS et le RDPC, l'unique parti en course dans les 10 régions. 3 partis ont été recalés, dont l'Union des populations du Cameroun, pénalisée par des divisions internes. Le plus vieux parti du Cameroun, l'Union des populations du Cameroun, le parti qui a combattu, qui s'est battu, qui, ses enfants ont versé de leur sang pour que le pays soit ce qu'il est aujourd'hui, ne peut pas avoir 4 secrétaires généraux. Soyons sérieux. Quand on veut aller loin, quand on dit ce qui va aller loin ménage sa monture, nous n'avons pas ménagé notre monture pour y être. Nous avons bien voulu y être, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai investi à Yaoundé, l'autre investi à Douala, l'autre investi à l'ouest, l'autre investi au nord-ouest, l'autre investi... Non, quand même, soyons sérieux. Lorsque nous montrons à la face du monde un tel désordre, mais c'est terrible. Après la publication des listes des candidatures retenues, les différents partis se mobilisent dans les quartiers généraux pour les campagnes, puis l'élection prévue le 12 mars prochain. L'on s'achemine vers la révalorisation du SMIC pour les agents de l'État relevant du Code de travail. C'est l'une des principales informations à retenir de la 24e session de la Commission nationale consultative du travail qui s'est tenue ce jour à Yaoundé. Les acteurs sociaux ont approuvé la proposition faite par le gouvernement qui est de faire passer le SMIC de 36 000 à 41 875 francs. Nous avons proposé 45 000 francs pour le secteur agricole et 60 000 francs pour le privé, pour les autres secteurs d'activité. Nous avons proposé au gouvernement d'appliquer les 41 875 francs pour le personnel de l'État régi par le Code du travail. Et donc, certainement que nous devons nous retrouver parce que ces propositions devront rentrer au service du Premier ministre pour pouvoir essayer de les étudier. Et je crois que nous allons nous retrouver ici pour pouvoir adopter les 3 SMIC au Cameroun. Les négociations vont donc se poursuivre pour que l'ensemble des propositions de la société civile soient validées par le gouvernement. Face au contexte économique difficile, ils ont par ailleurs proposé une revalorisation du SMIC progressive tous les 2 ans. Si nous voulons bien régler le problème, le niveau de vie des Camerounais, il fallait mettre, comme le BIT l'a dit, il fallait mettre le SMIC à près de 200 000 francs. En réalité, pour que quelqu'un puisse
subvenir à ses besoins essentiels, le SMIC devait être au moins à 200 000 francs. Mais nous savons aujourd'hui la situation économique du pays. Donc il faudrait aussi tenir compte de ça pour pouvoir essayer de voir les choses. Mais il faudrait seulement qu'on arrête que tous les 2 ans, qu'on puisse revoir ce SMIC et que les salaires dans les conventions collectives soient appliqués. C'est de ça qu'il s'agit. Cette concertation arrive une semaine après une série de mesures prises par le gouvernement le 31 janvier dernier pour amortir la conjoncture internationale marquée par la hausse des prix du pétrole brut. Retour sur le plateau, on va certainement boucler cette émission avec Jean-Genestin Priso, un passionné des questions digitales. Je m'y mets finalement. Voilà. Il lui fallu que je vous reçoive et que j'écoute bien cette leçon magistrale pour faire la nuance. Donc sur les questions digitales, parce qu'effectivement le GEDCAM dont il est porteur, ou du moins le président, s'exerce davantage dans les questions du digital, qui intègre le numérique. Je m'y mets. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas encore sensibilisés ou qui voulaient s'y intéresser, vous avez un appel, ceux qui c'est peut-être s'interrogent encore, qui ont peut-être le potentiel, les capacités, mais ne savent pas forcément, peut-être une manifestation d'intérêt, le schéma qu'il faut emprunter pour y arriver. Mais oui, en fait, nous disons encore une fois que le GEDCAM, les portes du GEDCAM sont ouvertes et que tous ceux qui sont opérateurs et acteurs du digital sont invités. Comme on le dit généralement, une seule main ne peut attacher un paquet. Le Cameroun, 475 000 km², c'est quand même un très grand pays. Et nous avons donc besoin de plusieurs mains pour réellement amorcer ce décollage technologique dans notre pays. Et toutes les compétences, Dieu seul sait combien il y en a, parce qu'il y a des milliers et des milliers de compétences. D'accord. Et nous voulons donc ici lancer cet appel à manifestation pour que tous nos compatriotes à travers le monde, sans exception, puissent nous rejoindre dans ce défi qu'on s'est donné, dans cette construction, pour qu'ensemble nous puissions construire cet écosystème du digital qui est indispensable aujourd'hui pour l'avenir de notre nation. Parce que sans cet écosystème bien organisé, notre pays ne saurait connaître des lendemains vraiment meilleurs. Donc nous invitons tous ces acteurs à venir nous retrouver. D'accord. Voilà. Merci infiniment Jean-Genestin Priso de vous être arrêté ce soir, évidemment pour davantage enrichir notre compréhension et déblayer sur ces questions du digital. Je rappelle que l'invité de ce soir est le président du groupement des entrepreneurs du digital pour le Cameroun, dont les activités ont officiellement été lancées en janvier dernier et pour lesquelles la structure même existe depuis le mois de juin 2022. On va vous regarder évidemment. Et puis, on va suivre tout cela et informer régulièrement nos téléspectateurs. C'est nous qui vous disons merci pour cette belle fenêtre que vous nous avez en fait ouverte. Et nous tenons sincèrement à demander aux Camerounais de nous faire confiance et surtout d'adhérer aux différentes communications qui vont se faire par le GEDCAM, dont je suis le président. Et bien entendu, bientôt, nous allons rendre public notre conseil d'administration. Et on saura donc qui sont ceux qui sont les vrais dirigeants du GEDCAM et qui pourront donc réellement porter les différents projets. Nous en avons et nous allons donc trouver un temps pour les décliner, soit à travers notre site internet ou nos différentes plateformes de communication, réseaux sociaux et autres, ou encore à travers des conférences de presse que nous pourrons donc organiser. Et également sensibiliser, bien entendu, nos compatriotes sur les grandes questions du digital à l'heure dans notre pays, les questions qui ne manquent pas d'intérêt, tout au contraire, les questions qui seront donc de nature à donner plus d'informations, que ce soit sur la carte nationale d'identité, que ce soit sur les passeports, que ce soit sur les visas, que ce soit sur la santé. Donc, autant de domaines qui intéressent les Camerounais et qui meublent leur quotidien. Nous serons là, à compter de maintenant,
pour donner ces explications, et même les hautes ou basses chambres qui voudraient mieux s'imprégner de certaines questions digitales, que ces chambres-là n'hésitent pas à prendre contact avec nous, même également pour les différents groupements et ordres qui existent, l'ordre des médecins, des avocats et autres. Sincèrement, nous sommes à votre disposition et n'hésitez vraiment pas à venir cogner à nos portes. C'est le partage au niveau de la connaissance, au niveau des informations. Encore une fois, merci pour la télévision de nous avoir donné, STV, de nous avoir donné cette opportunité. Merci bien, monsieur le député. Bonsoir à vous à la maison également. Merci d'avoir suivi cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.